Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, hein, tout d'abord. Donc aujourd'hui c'est la rentrée, va falloir s'y remettre un petit peu et du coup je vous ai préparé un petit quelque chose sur l'idée de cosmos chez les Grecs pour qu'on puisse voir à partir de là comment à la Renaissance justement ce modèle a été critiqué et a été transformé. Donc on est en train, je vous le rappelle, de traiter la question des représentations du monde et donc ce titre-là justement met en crise l'idée même de monde et pour comprendre en quoi cette idée même de monde est en crise, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que cette idée de monde. Alors j'ai intitulé mon grand petit 1 l'étrange idée de monde parce que vous allez voir que cette idée de monde n'a rien d'évident en fait, alors que ça a l'air d'être un mot qu'on utilise comme ça facilement tous les jours. Vous allez voir qu'en fait il dépend d'une construction intellectuelle assez précise et finalement assez difficile à manier. Alors d'abord, avant les Grecs, est-ce qu'on peut dire qu'on avait vraiment l'idée de monde? Bah pas vraiment. Alors par exemple, on pense que les Égyptiens n'avaient pas vraiment l'idée de monde. Alors ça veut évidemment pas dire qu'ils n'avaient pas de rapport au réel. Non, c'est plutôt qu'ils n'avaient pas de termes, de discours ou de mythes qui visent à expliquer la réalité comme une totalité ordonnée à connaître et à imiter. Ça va vraiment être les 4 caractéristiques centrales du concept de monde que vont inventer les Grecs. Alors ils ont pensé évidemment une réalité, mais pas la mondanéité du monde, c'est-à-dire ce qui fait qu'un monde est un monde, l'essence du monde comme tel, indépendamment des objets qu'il constitue. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Alors s'il y a bien chez les Grecs des représentations du réel, il n'y a pas de discours qui porte explicitement, chez les Égyptiens, pardon, qui porte explicitement sur le fait que le monde forme un tout, et forme un tout organisé. Chez les Grecs, au contraire, par exemple chez Platon, chez Aristote, on se demande d'où ça vient que l'ensemble des êtres forment une totalité, et une unité bien définie et organisée. Et on essaye de comprendre ce qui fait que notre environnement n'est pas seulement situé, n'a pas seulement des lieux, n'a pas seulement un sens, mais pourquoi il forme un tout comme ça? Pourquoi il forme cette enveloppe et comment est-ce que ce tout va donner une place à chaque chose? Les Grecs essaient vraiment de comprendre la place de chaque chose à partir d'une certaine idée du tout. Et bien c'est ça la question du monde. Et quand on se demande qu'est-ce qui fait qu'un monde est un monde, ce qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qui fait que quelque chose contient la totalité des êtres et comment il le contient. Par quel miracle le monde peut se penser en totalité organisée. Et du coup, les Grecs, c'est les premiers à faire du monde en tant que tel un problème. Alors qu'avant, on avait peut-être pensé la réalité, peut-être la hiérarchie des êtres comme un problème. Là, c'est eux qui vont vraiment poser le problème de la totalité pour la première fois. Alors, quelle réponse les Grecs vont apporter à ce mystère de la totalité? Alors, qu'est-ce que le cosmos pour un Grec? Alors, on va utiliser Aristote pour répondre à ça. C'est vraiment la théorie qui a été le plus vulgarisée, et puisqu'elle a une grande postérité, voilà, l'Occident est de ce point de vue-là aristotélicien jusqu'à la Renaissance, tout le Moyen-Âge, c'est une cosmologie aristotélicienne. Alors comment est-ce que Aristote conçoit le monde, le cosmos? Dans le cosmos, il y a deux régions différentes qui ont des propriétés, des qualités différentes. Alors d'abord il y a, je l'ai pas mis là, voilà. On a d'abord, excusez-moi ça c'est mal mis, un monde régulier, éternel, parfait, immobile, qu'on appelle le monde supralunaire. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle supralunaire? Tout simplement parce qu'il est au-dessus de la Lune, supra au-dessus, lunaire, la Lune. Et en dessous de ce monde supralunaire, donc tout ce qui est au-dessus de la Lune, il existe le monde sublunaire. En gros, c'est la Terre et tout ce qui se balade entre la Terre et la Lune. Alors, le monde sublunaire, évidemment, il n'est pas aussi parfait que le monde supralunaire. Il est irrégulier, il est temporel, qui est le contraire de éternel, et il est mobile, et il a certaines caractéristiques particulières que je vous donnerai tout à l'heure. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer une petite image. Elle s'est encore effacée, excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Ça fait ça. Non, je lance juste ça. Vous allez voir. Alors, tac. Donc ici on a une représentation du système solaire, du système terrestre, version Aristote. Donc on a ici la Terre qui est au centre du monde. Aristote pense à un géocentrisme,
qui est le contraire de l'héliocentrisme, où le Soleil est le centre de l'univers. Et donc on voit que les 4 éléments terrestres ici, là, hein, la terre, l'eau, l'air et le feu, sont répartis entre la Terre et la Lune. Voilà. Ici on arrive au cercle de la Lune, et après la Lune vont se décliner toutes les planètes, donc le Soleil, qui est considéré comme une planète, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, et ici c'est le reste des étoiles qui forment ce qu'on appelle la sphère des fixes. Alors je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus précisément. Alors que pense Aristote? Donc il a un modèle qui est assez semblable à un astronome qui s'appelle le Nox de Cnide, qui est donc à peu près 200 ans avant Aristote, hein, donc c'est assez ancien, qui essaye de représenter le mouvement des planètes avec des sphères enchâssées l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une sphère principale, une grande sphère qui contient toutes les étoiles fixes, les étoiles qui ne bougent pas. À l'intérieur, il y a la sphère qui contient Saturne, ensuite Jupiter, etc. etc. Et du coup, le mouvement de la sphère extérieure fait bouger toute la boule. Et donc tout ce qui est à l'intérieur bouge en même temps. La deuxième sphère qui est en dessous va donner son mouvement propre. Et vous voyez, le mouvement comme ça de chacune des sphères va s'entraîner l'une l'autre. Et la Terre, qui est finalement au centre de la sphère, va en un sens être le point qui va recevoir le mouvement de toutes les autres sphères qui sont à l'extérieur. Hein, donc vous voyez, je sais pas si vous voyez bien qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, hein, donc quand cette sphère-là bouge, ça fait bouger toutes les autres. Par contre, quand celle-ci bouge, ça fait pas bouger la sphère la plus extérieure. Donc quand cette sphère-là bouge, tout tourne comme ça là, hein, de gauche vers la droite. Et cette sphère-là, la deuxième, par contre, elle a son mouvement propre, par exemple, hein, de bas en haut. Et du coup, quand celle-là bouge et quand celle-là bouge, cette partie-là, elle va à la fois tourner de gauche à droite et de bas en haut. Pareil, hein, la troisième sphère, elle a son propre mouvement, et elle va, en plus de son propre mouvement, recevoir le mouvement de la deuxième sphère et de la première sphère. Hein. C'est donc les sphères enchâssées, homocentriques, on dit, parce qu'elles ont le même sens. Elles ont le même centre, pardon, hein, vont produire le mouvement de chacune des planètes, et c'est comme ça que Dogs va expliquer le mouvement des astres dans le ciel. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la dernière sphère c'est la sphère des fixes? Parce qu'en fait elles ne bougent pas beaucoup, elles ne bougent que en cercle, justement, qu'elles n'ont qu'un seul cercle, hein, elles n'ont pas de mouvement compliqué. En disant que sur un an, elles font une seule rotation circulaire, et donc on va les appeler les fixes. Alors, attention, remarque 3, il y a un grand contresens qu'on fait souvent sur le caractère géocentrique du monde. Dire que l'homme est au centre du cosmos, en fait, ça ne veut pas dire que l'homme il est super bien. En fait, c'est pas une bonne nouvelle du tout pour l'homme. Parce qu'il y a une hiérarchie entre ces deux régions, vous l'avez compris. Le monde supralunaire, c'est lui le monde parfait. Hein, les étoiles, elles se meuvent en cercle. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la sphère la plus parfaite, la sphère supralunaire. C'est parce que le cercle est lui-même un mouvement parfait. Pourquoi? Parce que le point de départ et le point d'arrivée est identique dans un cercle. Hein, c'est un mouvement éternel parce qu'il est éternellement identique à lui-même. Au fond, on peut dire que dans le cercle, le mouvement s'annule, pour ainsi dire. Hein, le mouvement des choses qui se déplacent en cercle est complètement annulé par la forme circulaire de son mouvement. Or l'éternité, c'est pas seulement que le temps continue pour toujours, ça c'est la pérennité ou la sempiternité, hein. C'est plutôt que dans l'éternité il n'y a pas de devenir du tout, il n'y a pas de temps, il n'y a pas du tout de changement, c'est un espèce de présent absolu. Et c'est pour ça que l'éternité est parfaite en un sens, que c'est peut-être le temps du divin, c'est parce qu'il n'y a pas de dégradation, puisqu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de devenir, il n'y a pas de mouvement. Et bien justement le cercle, vous voyez pour les Grecs, c'est l'image de l'éternité au sens où elle est un mouvement sans changement, si vous voulez. Alors à l'inverse, dans le monde sublunaire, ou dans le monde imparfait si on veut, les mouvements ils ne sont pas circulaires. On ne se meut pas en cercle, mais on va en ligne droite. La pierre, quand elle est lâchée, elle tombe tout droit. Et le problème, c'est que ça cause des chocs, ça cause de la différence, les choses s'entrechoquent sur Terre. Il y a du changement, et du coup, il y a de la destruction. Alors que dans l'éternité, il n'y a pas de destruction, tout simplement parce qu'il n'y a pas de changement. C'est pour ça que les choses sont éternelles, et qu'elles ne se détruisent jamais, elles ne se corrompent jamais. Dans le ciel, rien ne se heurte, parce que tout tourne en cercle identique. A l'inverse, sur Terre, tout est chaotique, imprévisible, désordre, parce que justement, la coïncidence des différentes lignes droites entre les différents objets qui bougent introduit des chocs, introduit du hasard, introduit de la différence dans les trajectoires. Donc en fait, quand on dit que l'homme est au centre de l'univers,
en fait, il faut bien comprendre que la Terre, c'est le dépotoir du monde. On peut dire c'est le lieu le moins cosmétique du monde. J'ai oublié de le préciser, mais je pense que je l'avais dit la dernière fois. Cosmos, ça a donné cosmétique, parce que c'est un ordre beau. Justement, sur Terre, il n'y a pas ça, parce que justement, c'est pas l'endroit parfait. Alors c'est pourquoi les Grecs s'émerveillent du ciel, et que la grande question de l'astronomie antique, c'est le mouvement des planètes. Alors, je vais vous en dire un petit mot. Alors comment expliquer alors qu'elles sont parfaites, puisqu'au-dessus de la Lune, comme je vous l'ai montré juste ici, voilà, elles sont, vous voyez, Soleil, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, c'est au-dessus de la Lune, elles sont dans le monde supralunaire. Et comment ça se fait que les planètes, elles ne tournent pas en rond? Elles ne tournent pas en rond comme la sphère des fixes. Je vous ai dit, la sphère des fixes, vous avez une rotation par an. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais le préciser tout de suite. Voilà, donc comment ça se fait que les planètes ont un mouvement désordonné alors qu'elles sont supposées avoir un mouvement circulaire? Toute l'astronomie antique va essayer de résoudre ce problème et va essayer de le justifier, et c'est sûrement Ptolémée, le grand astronome égyptien, mais qui parle grec, qui écrit en grec, va essayer de montrer. Alors regardez comment ça fonctionne. Ici, on a en fait c'est une reconstitution évidemment du mouvement de Mars sur 6 mois. On voit ici, ça commence voilà, on est non, ça va dans ce sens-là, excusez-moi. Donc là, on est 19 donc c'est en anglais, on est au mois d'août ici, août, septembre, on voit bien 27-9, enfin voilà ici, octobre, tac, novembre. Hop, là on arrive en décembre, on voit bien 14 décembre, 19 décembre, Noël, etc. Et hop, on repart en janvier, février, mars, etc. Et on finit le 5 mai ici. Donc vous voyez, ça c'est le mouvement de Mars qui est reconstitué sur 6 mois de l'année. Et derrière, vous voyez qu'il y a la sphère des fixes, il y a les étoiles fixes derrière qui permettent de donner un repère. Alors en fait, sur 6 mois, l'arrière a aussi bougé. Mais on prend la sphère des fixes comme point de repère pour regarder le mouvement des étoiles. Et quand on regarde par rapport au mouvement des étoiles, comment la planète Mars évolue, on se rend compte qu'elle part un petit peu en arrière avant de revenir. Et donc on voit qu'elle se meut pas exactement en cercle. Alors comment Ptolémée fait pour résoudre ce problème? Donc on a vu avec Eudoxe, c'était des sphères enchâssées. Alors Ptolémée, lui, il invente une espèce de petite figure qui fonctionne extrêmement bien en fait pour prédire le mouvement des planètes, des comètes, de tout ce que vous voulez, des éclipses. Ptolémée, il sait super bien prévoir toutes les éclipses qu'on veut. Donc l'idée c'est que en fait Mars suit une trajectoire globalement circulaire, qu'on appelle le déférent, mais elle a un deuxième mouvement circulaire qui s'ajoute. Donc elle suit globalement cette trajectoire circulaire et elle fait aussi elle fait aussi un petit cercle là, en même temps. Et quand on additionne ces deux mouvements, ça fait cette espèce de trajectoire avec des boucles là, qui donnent le mouvement de la planète. Et donc voilà comment est-ce que les anciens expliquaient que les planètes qui sont dans la partie supralunaire du monde, donc la partie parfaite, où tout est toujours identique à lui-même, tout est éternel, tout est censé se mouvoir en cercle, ne produit pas un mouvement circulaire comme la sphère des fixes, comme les étoiles les plus éloignées. Alors je terminerai sur cette idée, cette troisième remarque, pardon. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que la sphère des fixes produit un mouvement circulaire par an? C'est simplement que si vous regardez une constellation en hiver, par exemple Orion, alors là on avait d'autres constellations, tac. Voilà, ici on a Orion en bas, qui est typiquement une constellation d'hiver. En fait, on la retrouve au même endroit dans le ciel au bout d'un an. On la voit qu'en hiver. En été, Orion va passer pour nous sous l'horizon. Elle va passer dans l'hémisphère sud. C'est dans l'hémisphère sud qu'on pourra voir Orion en été. Et au bout d'un an, Orion va revenir. Et donc sur un an, si vous voulez, les étoiles ou les constellations décrivent un immense cercle autour de la Terre. Mais ils n'en font qu'un seul. Alors que les planètes, comme le pense Ptolémée, en font plusieurs. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir tous ces détails astronomiques, mais je voulais juste vous expliquer ce truc-là qui est quand même assez important. C'est que le monde n'est pas seulement géocentrique pour les Grecs, il est hiérarchisé, il n'est pas hiérarchisé à la faveur des humains. Et il n'est pas hiérarchisé à la faveur des humains parce que sur Terre, et dans le monde sublunaire, tout ne se meut pas en cercle comme c'est le cas dans les étoiles. Et voilà, les explications astronomiques servaient juste à vous montrer
comment est-ce que les Grecs ont trouvé cette idée que dans le ciel tout bouge en cercle, hein, ce qui n'est pas une chose si évidente. Voilà. Alors, d'où procède cette conception, hein, que finalement le cosmos c'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose qui est organisé en deux régions, avec une région où tout se meut en cercle et une région où tout se meut en ligne droite. Mais en fait, pour ça, vous voyez bien qu'il faut avoir déjà bien essayé de comprendre comment fonctionnait le monde, comment fonctionnait le cosmos. Et en fait, ce qu'on comprend bien, c'est que ça suppose d'avoir développé une certaine conception de l'homme, et d'un homme qui finalement est extérieur au cosmos, et extérieur au monde, qui s'en différencie, et qui peut l'observer et le contempler. C'est la pensée finalement d'une certaine distance entre le monde et l'homme qui fait naître cette idée de cosmos. Et on voit bien que les Grecs vont finalement même élaborer mathématiquement et conceptualiser toute une théorie de l'ordre du monde qui est extrêmement complexe et qui vient de l'observation. Donc l'idée du monde est finalement accompagnée de l'idée que l'environnement c'est d'abord quelque chose à observer, à connaître, à théoriser. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce mot de théoriser vient du grec théoria, qui ne veut pas dire genre vague théorie, idée, mais en fait ça veut dire contemplation. C'est ce qu'on regarde. L'idée du monde s'accompagne de l'idée que la nature, physis en grec, qui a donné le mot physique, se déploie selon un ordre qui est le sien, qui est à elle, qui est autonome, et dans ordre dans lequel l'homme n'est pour rien. Je corrige, excusez-moi. Donc l'activité de l'homme finalement est artificielle en ce sens-là. Et de ce point de vue, il est hors nature. Il est un peu à l'écart de la nature. La nature fait son travail tout seul. L'ordre du monde ne dépend pas de l'activité de l'homme, ni de travail, ni le rituel, contrairement aux Égyptiens par exemple. Et c'est pour ça que le rapport de l'homme à la nature est celui de la compréhension, de la connaissance, et pas celui de l'action. Les Grecs sont les premiers à se demander ce qu'est le monde en lui-même, parce que c'est les premiers à avoir senti son étrangeté, à l'avoir pensé comme un mystère, à l'avoir pensé comme quelque chose sur quoi on n'a pas de prise, et du coup comme on n'a pas de prise dessus, la seule chose qui nous restait finalement c'était de le comprendre et de l'élaborer. Donc ce qui est important ici, c'est de bien saisir que l'idée de monde, c'est une idée qui va de pair avec l'idée que le monde c'est quelque chose à connaître. C'est quand on s'est posé la question de mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, que tout d'un coup l'idée d'un cosmos organisé a commencé à s'élaborer et à faire son apparition dans l'univers de pensée grecque. Alors qu'est-ce que ça implique pour l'homme ? Puisque j'ai dit que c'était pas seulement c'est pas neutre, cette idée de monde, c'était aussi une idée de modèle, c'est que ce monde supralunaire devient le modèle pour l'homme. À la fois un modèle de beauté, la cosmétique, c'est l'art d'introduire la beauté sur le visage, le cosmos c'est ce qui est beau, et puis les Grecs imaginent, il y a des règles de la beauté, des règles d'harmonie qui sont liées à cette compréhension du cosmos, et de moralité. L'idée de monde signifie que la contemplation du monde nous donne la clé du bon comportement. Il faut réussir à reproduire l'ordre cosmique dépourvu de chaos en soi, dans le monde, dans la cité. Et cette condition primordiale, c'est que le monde doit suivre son cours. Cette condition, celle du monde suivant son cours, permet d'accéder à l'idée d'ordre. Le monde se donne à voir dans son ordre parfait, circulaire. Le monde peut émerger à titre de modèle à imiter par l'homme et il devient un exemple. La contemplation du monde, c'est pas une activité de pure connaissance, c'est pas juste connaître pour connaître. C'est une connaissance qui doit transformer celui qui connaît. Parce qu'en contemplant l'ordre parfait du monde, l'homme comprend l'imperfection qui existe en lui et il découvre un modèle à imiter. Chez les Grecs, ce qui existe en grand, le macrocosme, doit aussi exister en petit, en nous, le microcosme. Et au niveau du quotidien, ou de la pratique de sa propre vie, être heureux, c'est la même chose au fond que développer ses perfections, et c'est exactement la même chose que produire en soi une harmonie semblable à celle qui règne dans le cosmos, à produire un ordre en soi-même, un ordre par exemple entre sa raison, son ardeur et ses désirs, chez Platon, ce serait ça. Et comment est-ce qu'on y arrive ? Justement par la contemplation, par l'activité de théoria, vous voyez, qui n'est pas seulement du coup une simple connaissance, c'est pas connaître pour connaître, c'est
en connaissant, je me transforme et je développe ma propre perfection et mon ordre intérieur. Et alors ça explique du coup pourquoi le monde doit être pensé comme une totalité ordonnée, c'est-à-dire comme un cosmos, comme un monde. C'est exactement la même chose, totalité ordonnée, parce qu'il doit servir de modèle. Or ça suppose d'abord une clôture. Le monde est parfait seulement s'il contient ce qu'il faut, c'est-à-dire ni trop de choses ni pas assez. Vous voyez qu'un monde infini, finalement, pour un grec, est impensable, au sens où il manquerait de perfection, parce que infini, ça veut dire pas fini, pas bien fini. Il n'est pas parfait. Et vous voyez que si on découpe le mot parfait, c'est fait jusqu'au bout, ça veut dire achevé, parachevé. L'infini, chez les Grecs, c'est tout le contraire du parfait. Donc la perfection suppose de concevoir que le monde qu'on prend pour modèle est clos sur lui-même et fini. Deuxième caractéristique essentielle, c'est que ça suppose un ordre, une orientation, pour savoir qu'est-ce qui vaut mieux et qu'est-ce qui vaut moins bien, qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Et dans un monde infini, ça c'est impossible, puisqu'il n'y a plus de haut et de bas, tout se vaut dans l'ordre infini. Il n'y a pas de sens à dire que cette direction-là est à privilégier par rapport aux autres, puisque tout est un peu partout selon l'endroit où on se trouve. Alors ces caractéristiques, précisément, vont être celles qui vont être remises en cause à la Renaissance avec l'explosion du modèle du monde fini et géocentrique, et ça je vous en parlerai la prochaine fois. Donc je résume les points importants qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est que d'abord l'idée de monde a une date de naissance, c'est pas un truc qui est immédiat, et c'est une date de naissance parce que pour penser le monde il faut comprendre que le monde c'est pas juste le réel, c'est le réel compris comme une totalité close, ordonnée, qui vient du fait qu'on a commencé à se poser la question du tout et qu'on s'est dit le monde d'abord c'est quelque chose à connaître, et c'est parce que finalement on s'est senti un peu étranger au monde qu'on s'est dit qu'il fallait le connaître, et en le connaissant finalement qu'est-ce qu'on aperçoit? On conçoit une chose totalité ordonnée, c'est ça le modèle qui va servir à la connaissance du monde. Et cette connaissance, elle n'est pas seulement connaître pour connaître, c'est une connaissance qui a un effet moral sur celui qui connaît. Il s'agit de l'imiter. Donc ce monde a une date de naissance, il est conçu comme, c'était ma deuxième remarque, comme une totalité en deux parties, avec une partie à imiter et une partie finalement imparfaite. Ça c'était du coup l'objet de ma troisième remarque. Cette perfection elle est symbolisée par le cercle qu'on retrouve dans les étoiles, et ce cercle il est découvert finalement parce que on se dit que le monde c'était d'abord quelque chose qu'il fallait connaître, qu'il fallait théoriser, et c'est là que finalement c'est là l'essor de l'astronomie grecque vient finalement de cette conception du monde. Et ça implique du coup que l'homme il a à introduire un ordre équivalent en lui-même que celui qu'il observe dans les étoiles. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été très compliqué. C'était sans doute un petit peu compliqué, mais ça va nous servir du coup de modèle à critiquer en fait pour le reste du cours, puisque quand on parle des représentations du monde, c'est bien ce monde-là, cette conception du monde-là qui explose du fait de la prolifération des représentations qu'on fait du monde. Et c'est ce modèle-là qui est en crise au moment de la Renaissance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une très bonne rentrée.